Imaginez que c'est le milieu de l'hiver. Pas de bois de chauffage, pas d'électricité, juste des murs de pierre froids, un air glacial et la volonté de survivre. Les gens du Moyen-Âge affrontaient cette exacte réalité chaque année, et d'une manière ou d'une autre, ils restaient au chaud. Mais comment? Dans cette vidéo, nous plongeons dans 10 astuces de chauffage brillantes que les gens du Moyen-Âge utilisaient lorsque le bois de chauffage avait disparu ou n'était tout simplement pas suffisant. De la chaleur du compost aux vêtements cuits, ces astuces oubliées n'étaient pas seulement intelligentes, elles faisaient la différence entre les engelures et la survie. Et certaines d'entre elles pourraient bien fonctionner aujourd'hui. Chaleur du compost. Se réchauffer avec la pourriture dans les coins les plus froids de la vie médiévale. La survie signifiait parfois se tourner vers les sources de chaleur les plus improbables, y compris des tas de matières en décomposition. Ce n'était pas aléatoire. Les villageois médiévaux comprenaient que la décomposition produit de la chaleur. Ainsi, lorsque le bois de chauffage se faisait rare ou que l'hiver s'éternisait plus que prévu, ils se tournaient vers le compost. Non pas celui que l'on voit aujourd'hui dans des bacs de jardin bien rangés, mais d'énormes tas fumants de paille, de fumier, de restes de cuisine et de feuilles, construits à dessein pour générer de la chaleur. Ces tas de compost pouvaient atteindre des températures de 60 degrés Celsius à l'équivalent de 140 degrés Fahrenheit, environ 60 degrés Celsius, en se décomposant. Les paysans les plaçaient stratégiquement derrière les murs, près des quartiers de couchage, ou même juste à l'extérieur des enclos à bétail, et ils utilisaient cette chaleur. Certaines maisons avaient des bancs ou des compartiments en pierre appuyés contre le côté de la maison exposé au compost pour absorber la chaleur rayonnante. D'autres creusaient des fosses, peu profondes, à côté des monticules de compost, les tapissaient de paille et les utilisaient pour le stockage chauffant, empêchant les légumes racines de geler et les gens de grelotter. Dans les régions particulièrement rudes, certains villageois concevaient même des abris à compost, des dépendances fermées où la matière en décomposition chauffait l'espace suffisamment pour servir d'atelier ou de zone de couchage d'urgence. L'odeur n'était pas exactement agréable, mais ce n'était pas le but. Lorsque les températures chutaient et que la pile de bois était vide, ce n'était pas le feu qui maintenait les gens en vie, c'était la fermentation. Les pratiquants modernes de la permaculture et les maraîchers sous serre utilisent encore ce principe aujourd'hui. La chaleur des tas de compost aide à réguler la température du sol et à protéger les cultures. Mais pour les gens du Moyen-Âge, ce n'était pas de la durabilité, c'était une nécessité. La pourriture les maintenait au chaud quand le feu ne le pouvait pas. Vêtements cuits. Préchauffez ce que vous portez lorsque votre maison est glaciale et qu'il n'y a pas de feu disponible. Vous n'essayez pas de chauffer l'air, vous chauffez votre corps. Telle était la logique derrière l'une des astuces les plus simples et les plus brillantes que les gens du Moyen-Âge utilisaient. Réchauffer leurs vêtements avant de les porter. Au lieu de gaspiller du bois précieux à chauffer une pièce entière, les paysans trouvaient des moyens d'appliquer la chaleur là où elle comptait le plus. Après avoir cuit le pain ou le ragoût, ils plaçaient leurs chemises, capes ou bottes à l'intérieur du four encore chaud. La chaleur retenue adoucissait les tissus, chassait toute humidité et créait une soudaine vague de confort lorsqu'ils étaient à ses portées, surtout les jours de grand froid. Ce petit geste faisait la différence entre le mouvement et la misère. Certaines maisons gardaient une étagère chauffante, une plaque de pierre ou d'argile près du foyer, spécifiquement pour sécher et chauffer les vêtements. D'autres utilisaient des briques ou des pierres chauffées enveloppées dans du tissu, les pressant contre les vêtements ou la literie pour préchauffer des zones spécifiques comme les manches ou les bottes. Les vêtements en laine retenaient bien la chaleur, et même le lin rêche devenait accueillant lorsqu'il était réchauffé de l'intérieur. Cette méthode s'étendait également à l'heure du coucher. Les capes ou les sous-vêtements étaient posés sur les cendres du feu après la cuisson, de sorte que, lorsqu'il était temps de dormir, ils retenaient juste assez de chaleur pour faciliter la transition vers un lit froid. Plus que du confort, cette pratique protégeait le corps dans les régions où les engelures étaient courantes et où l'hypothermie pouvait tuer en quelques heures. Réchauffer les vêtements n'était pas un luxe, c'était stratégique. Cela aidait les muscles à rester souples, empêchait les doigts de se raidir et donnait aux gens l'avantage psychologique pour traverser les pires mois. Aujourd'hui, nous utilisons des couvertures électriques et des planchers chauffants. À l'époque,
C'était juste une tunique chaude sortie d'un four à pain. Et parfois, cela suffisait à vous faire traverser le froid. Les bancs de chaleur en pierre sombre étaient une forme de chauffage solaire passif, avant que cela n'ait un nom. Dans le monde médiéval, tous les villages n'avaient pas la chance d'avoir du bois de chauffage à l'infini. Mais la lumière du soleil était gratuite. Certaines des astuces de chauffage les plus intelligentes ne provenaient pas du feu, mais de la manière dont ils utilisaient le soleil lui-même. Sans comprendre la science de la masse thermique ou de l'absorption infrarouge, les gens du Moyen-Âge maîtrisaient déjà une version primitive de ce que nous appelons maintenant le chauffage solaire passif. La méthode était simple, silencieuse et étonnamment efficace. Ils utilisaient des pierres sombres pour absorber la lumière du soleil pendant la journée et la restituer lentement après la tombée de la nuit. Les maisons et les dépendances étaient souvent construites avec des pierres de couleur sombre ou des matériaux à base de terre. Non seulement parce qu'ils étaient disponibles, mais parce que cela fonctionnait. Les murs orientés au sud, où le soleil frappait le plus fort en hiver, étaient soit noircis à la suie, soit construits avec des matériaux qui absorbaient naturellement plus de chaleur. À l'intérieur de la maison, les bancs, les rebords bas en pierre, ou même les murs eux-mêmes, étaient réchauffés tout au long de la journée, simplement par l'exposition à la lumière. Certains villageois poussaient cette idée plus loin. Ils aménageaient de petites cours avec des pierres noires plates, spécifiquement positionnées pour capter la lumière du soleil, surtout en hiver, lorsque le soleil était plus bas dans le ciel. La nuit, ces pierres émettaient la chaleur stockée. Maintenant, l'air ambiant, juste quelques degrés plus chaud. Assez pour faire une différence dans les cuisines pleines de courants d'air ou les zones de couchage. D'autres utilisaient ce que nous appellerions maintenant des pièges solaires. Des vitres faites de cornes poncées, de papier huilé ou de membranes animales tendues sur des cadres. Celles-ci laissaient passer la lumière du soleil, mais piégeaient l'air chaud à l'intérieur de petites alcôves de fenêtres. Ce n'était pas de la haute technologie, mais c'était très efficace. La science viendrait des siècles plus tard, mais les familles médiévales savaient déjà que si vous ne pouviez pas faire de feu, vous pouviez emprunter la chaleur du soleil et la stocker dans la pierre. Dormir avec les animaux. La pièce la plus chaude n'était pas la vôtre. Pour des oreilles modernes, cela semble insalubre ou même désespéré. Mais au Moyen-Âge, dormir près des animaux n'était pas un dernier recours. C'était un système de chauffage intentionnel. Ils se mettaient en position fétale et se couvraient entièrement. Ces pièges à chaleur fonctionnaient étonnamment bien avec plusieurs personnes à l'intérieur. La chaleur corporelle partagée suffisait à maintenir des températures supportables, même pendant les tempêtes de neige. Les enfants et les personnes âgées étaient souvent placés au centre du nid, tandis que d'autres dormaient autour d'eux, formant une barrière vivante contre l'air froid. Ce n'était pas confortable, mais ça marchait. Dans les maisons sans bois de chauffage, chaque couche de paille pouvait signifier la différence entre la vie et les engelures. Les survivalistes modernes appellent cela le principe d'isolation et de regroupement. Les paysans médiévaux appelaient cela l'heure de se coucher. Siège isolé, pierres chauffées et coussins de foin. Quand vous avez froid, même s'asseoir peut sembler une punition, surtout si le banc sous vous est en pierre ou en bois imprégné du froid hivernal. Les gens du Moyen-Âge comprenaient bien cela. C'est pourquoi ils ne se concentraient pas seulement sur les lits et les murs. Ils apportaient aussi de la chaleur à leur siège. Entrer dans le monde des coussins isolants, des rembourrages en paille et des pierres chauffées, de petites astuces brillantes qui rendaient la vie un peu plus supportable pendant les mois de gel. Dans de nombreuses maisons paysannes, les sièges étaient rudimentaires, bancs en bois, dalles de pierre ou simples tabourets, mais ces surfaces devenaient des drains de chaleur lorsque le feu était éteint. Pour y remédier, les villageois fabriquaient des coussins remplis de paille, de chutes de laine ou de foin, des matériaux légers et respirants qui créaient un tampon entre la surface froide et le corps humain. Certains allaient plus loin. Avant de s'asseoir, ils plaçaient des pierres plates dans le feu ou près des cendres chaudes, puis les enveloppaient dans du tissu ou les glissaient à l'intérieur de coussins de paille évidés. Le résultat ? Un siège chauffant primitif qui gardait les jambes et le bas du dos au chaud pendant des heures. Dans les grandes maisons ou les espaces communs, il y avait même des bancs chauffants
construits directement contre les foyers de cuisine ou les murs intérieurs chauds. Ces endroits devenaient des lieux de rassemblement, non seulement pour socialiser, mais aussi pour préserver la température corporelle centrale, en particulier pour les personnes âgées ou les jeunes enfants. Et ces astuces ne se limitèrent pas aux humains. Dans les régions plus froides, les enclos à bétail avaient des tabourets de traite isolés et des plateformes de repos recouvertes de couches de foin. Non pas pour le confort, mais pour maintenir les animaux en bonne santé et productifs. Quand les experts modernes en survie parlent de zones de chaleur et de conservation de la chaleur centrale, c'est à cela qu'ils font référence. Mais les gens du Moyen-Âge l'ont compris avec rien de plus qu'une pierre, un feu et une poignée de paille. Parfois, il ne s'agissait pas de chauffer la maison. Il s'agissait de rendre habitable l'endroit où l'on s'asseyait, regroupement pour la chaleur corporelle et position de sommeil stratégique. Lorsque les températures chutaient et qu'il ne restait plus de bois de chauffage, les familles médiévales ne comptaient pas uniquement sur les couvertures. Elles comptaient les unes sur les autres. Dormir n'était pas seulement une question de repos. C'était un acte coordonné de survie, et la chaleur corporelle devenait la source de chaleur la plus précieuse de la maison. La plupart des maisons n'avaient pas de chambre privée ni de lits individuels. Au lieu de cela, les familles dormaient ensemble en groupes serrés, souvent dans une seule pièce ou même sur la même natte de paille. Mais ce n'était pas seulement pour l'espace, c'était délibéré. Les gens se positionnaient de manière à maximiser la chaleur et à minimiser l'exposition. Les personnes âgées ou les plus jeunes enfants étaient placés au milieu, entourés d'adultes plus forts qui pouvaient me supporter les bords plus froids. Parfois, ils dormaient en cercle, genoux contre dos, formant un nid humain où la chaleur centrale de chacun était préservée. Cela contribuait au trou dans les régions plus froides. Les archives décrivent des familles dormant poitrine contre dos et enchaînées comme des sardines, serrées pour la chaleur, non pour le confort, mais pour l'efficacité. Même la façon dont ils s'enveloppaient importait. Des couches de capes de laine partagées et de peaux d'animaux étaient réparties sur plusieurs personnes au lieu d'une seule, piégeant la chaleur dans un microclimat partagé. Lorsque les températures étaient particulièrement brutales, les animaux domestiques, chiens, chèvres ou même poulets, étaient également intégrés au groupe, transformant celui-ci en une véritable fournaise alimentée par les corps. Dormir de cette manière réduisait également le besoin de combustible supplémentaire. Au lieu d'essayer de chauffer une pièce, vous chauffiez l'espace sous les couvertures, concentrant la chaleur là où elle comptait. Cela donnait aussi un rythme à la nuit. Les gens bougeaient ensemble, respiraient ensemble et enduraient ensemble. Cela peut sembler impensable aujourd'hui, à une époque de matelas chauffants et d'espace personnel. Mais pour les familles médiévales confrontées au gel sans feu, la seule isolation qu'elles avaient, c'était l'un l'autre. Dans ces heures glaciales avant l'aube, la chaleur corporelle n'était pas seulement un réconfort, c'était tout. Tapisserie, tapis muraux et rideaux de plafond réchauffèrent la pièce sans feu. Lorsque nous imaginons des châteaux ou des manoirs médiévaux, nous imaginons souvent de grandes tapisseries suspendues aux murs, des scènes de bataille, de forêts ou des armoiries nobles. Mais ces chefs-d'œuvre brodés n'étaient pas seulement de la décoration. C'était aussi une forme d'isolation conçue pour combattre le seul ennemi qu'aucun seigneur ou paysan ne pouvait ignorer, le froid. Dans les bâtiments aux murs de pierre épais, en particulier les châteaux ou les grandes maisons rurales, les murs de pierre agissaient comme des blocs de glace en hiver, absorbant et retenant le froid pendant des jours. Allumer un feu aidait, mais une grande partie de la chaleur disparaissait dans les murs ou par le plafond. C'est là que les textiles entraient en jeu. Tapisseries, fourrures et tapis tissés épais étaient suspendus au mur, placés sur les portes et même drapés au plafond. Non seulement pour impressionner les invités, mais pour piéger la chaleur à l'intérieur. Ces couches créaient un tampon entre l'intérieur de la pièce et les murs glacés. Certains foyers utilisaient plusieurs couches, d'abord de la laine, puis du feutre, puis du tissu brodé, chacune bloquant un peu plus le froid et conservant plus de chaleur. Dans les maisons nobles, les baldaquins de lit remplissaient le même objectif. Des rideaux épais étaient tirés autour des lits la nuit.
les transformant en microclimats privés. La chaleur du corps s'accumulait et restait, au lieu de se disperser dans l'air ambiant. Il ne s'agissait pas d'élégance. C'était une réponse aux intérieurs glaciales, où le feu s'éteignait à minuit et où le givre s'infiltrait par les fissures. Même les foyers plus modestes utilisèrent cette idée. En l'absence de tissus raffinés, de vieilles couvertures, des sacs ou des chutes cousues ensemble étaient suspendus aux murs et aux portes. Certaines familles drapèrent des fourrures ou des peaux sur les chevrons pour bloquer les courants d'air descendant des plafonds non isolés. Ces textiles ne générèrent pas de chaleur, mais ils protégeaient chaque degré que le corps ou le foyer parvenait à produire. Et quand le bois de chauffage était épuisé, ces degrés supplémentaires pouvaient signifier le monde. Chaleur résiduelle de la cuisine, dormir près du fourneau. Dans une maison médiévale, la cuisine n'était pas seulement un lieu de cuisson, c'était souvent la seule pièce garantie d'être chaude, du moins pendant une partie de la journée. Lorsque le bois de chauffage se faisait rare, les familles médiévales apprenaient à en extraire la moindre parcelle de chaleur. La clé était simple. Lorsque le feu s'éteignait, la chaleur persistait. Les foyers en pierre, les fours en briques et même les chaudrons en fer retenaient la chaleur pendant des heures après la fin de la cuisson. Ainsi, au lieu de gaspiller du bois précieux pour chauffer d'autres pièces, les gens se rapprochaient de l'endroit où la chaleur se trouvait déjà. Certaines maisons avaient enfin des bancs intégrés le long du mur du foyer, où les membres de la famille, en particulier les enfants ou les personnes âgées, se blottissaient pour dormir une fois que le feu du soir s'était éteint. Dans les petites chaumières, toute la famille pouvait étendre sa literie directement sur le sol de la cuisine, blottie autour de la dernière chaleur du fourneau ou du foyer. Ils ne comptaient pas uniquement sur la flamme du feu. Ils utilisaient la masse thermique de la structure elle-même. Les murs épais autour du foyer absorbaient la chaleur pendant la cuisson, la restituant lentement pendant la nuit. Certains enterraient même des pierres chauffées dans les cendres, puis les retiraient plus tard, enveloppées dans du tissu pour réchauffer les pieds, le lit ou même l'intérieur d'une cape. Tout avait un second usage. La marmite qui avait servi à cuire la soupe était à nouveau remplie d'eau chaude et placée à côté d'un couchage. Le four à pain, encore chaud après la cuisson du pain, devenait un endroit pour sécher les bottes, les gants ou même pour faire une sieste, blotti près de l'ouverture. Quand le bois était épuisé et que les nuits étaient longues, la cuisine devenait plus qu'une pièce. C'était une bouée de sauvetage de chaleur, un espace où la survie, la nourriture et la chaleur se rejoignaient une dernière fois avant que l'obscurité ne s'installe complètement. Ce n'était pas du luxe, ce n'était pas du confort, c'était de la stratégie. Et cela les maintenait en vie jusqu'au matin. La chaleur pour laquelle ils se battaient. Quand nous pensons à survivre à l'hiver, nous imaginons des feux vifs et des couvertures épaisses. Mais pour les gens du Moyen Âge, la chaleur n'était pas une évidence. C'était quelque chose qu'ils gagnaient jour après jour, grâce à l'intelligence, à l'ingéniosité et à la pure volonté. Ils utilisaient le compost comme chauffage, dormaient dans des nids de paille, partageaient la chaleur avec les animaux et captèrent la lumière du soleil dans la pierre. Leur vie n'était pas confortable, mais ils étaient créatifs. Et à une époque où le bois de chauffage s'épuisait, ils n'abandonnaient pas. Ils devenaient plus intelligents. Aujourd'hui, avec les réseaux électriques surchargés et les hivers de plus en plus rudes, peut-être que certaines de leurs solutions ne sont pas si démodées après tout. Laquelle de celles-ci pourriez-vous utiliser ? Imaginez que c'est le milieu de l'hiver. Pas de bois de chauffage, pas d'électricité, juste des murs de pierre froids, un air glacial et la volonté de survivre. Les gens du Moyen Âge affrontaient cette exacte réalité chaque année, et d'une manière ou d'une autre, ils restaient au chaud. Mais comment ? Dans cette vidéo, nous plongeons dans 10 astuces de chauffage brillantes que les gens du Moyen Âge utilisaient lorsque le bois de chauffage était épuisé ou simplement insuffisant, de la chaleur du compost aux vêtements cuits. Ces astuces oubliées
n'était pas seulement intelligente, elle faisait voir la différence entre les engelures et la survie. Et certaines d'entre elles pourraient bien fonctionner aujourd'hui. Chaleur du compost, se réchauffer avec la pourriture dans les coins les plus froids de la vie médiévale. La survie signifiait parfois se tourner vers les sources de chaleur les plus improbables, y compris des tas de matière en décomposition. Ce n'était pas aléatoire. Les villageois médiévaux comprenaient que la décomposition produit de la chaleur. Ainsi, lorsque le bois de chauffage se faisait rare ou que l'hiver s'éternisait plus que prévu, ils se tournaient vers le compost. Non pas celui que l'on voit aujourd'hui dans des bacs de jardin bien rangés, mais d'énormes tas fumants de paille, de fumier, de restes de cuisine et de feuilles, construits à dessein pour générer de la chaleur. Ces tas de compost pouvaient atteindre des températures de 60 degrés Celsius à 140 degrés Fahrenheit, environ 60 degrés Celsius en se décomposant. Les paysans les plaçaient stratégiquement derrière les murs, près des quartiers de couchage, ou même juste à l'extérieur des enclos à bétail, et ils utilisaient cette chaleur. Certaines maisons avaient des bancs ou des compartiments en pierre, appuyés contre le côté de la maison exposé au compost pour absorber la chaleur rayonnante. D'autres creusaient dans des fosses peu profondes, à côté des monticules de compost, les tapissaient de paille et les utilisaient pour le stockage chauffant, empêchant les légumes racines de geler et les gens de grelotter. Dans les régions particulièrement rudes, certains villageois concevaient même des abris à compost, des dépendances fermées, où la matière en décomposition chauffait l'espace suffisamment pour servir d'atelier ou de zone de couchage d'urgence. L'odeur n'était pas exactement agréable, mais ce n'était pas le but. Lorsque les températures chutaient et que la pile de bois était vide, ce n'était pas le feu qui maintenait les gens en vie, c'était la fermentation. Les pratiquants modernes de la permaculture et les maraîchers sous serre utilisent encore ce principe aujourd'hui. La chaleur des tas de compost aide à réguler la température du sol et à protéger les cultures. Mais pour les gens du Moyen Âge, ce n'était pas de la durabilité, c'était une nécessité. La pourriture les maintenait au chaud quand le feu ne le pouvait pas. Cuire. Les vêtements signifiaient préchauffer ce que vous portez lorsque votre maison est glaciale et qu'il n'y a pas de feu disponible. Vous n'essayez pas de chauffer l'air, vous chauffez votre corps. Telle était la logique derrière l'une des astuces les plus simples et les plus brillantes que les gens du Moyen Âge utilisaient. Réchauffer leurs vêtements avant de les porter. Au lieu de gaspiller du bois précieux à chauffer une pièce entière, les paysans trouvaient des moyens d'appliquer la chaleur là où elle comptait le plus. Après avoir cuit le pain ou le ragoût, ils plaçaient leurs chemises, capes ou bottes à l'intérieur du four encore chaud. La chaleur retenue adoucissait les tissus, chassait toute humidité et créait une soudaine vague de confort lorsqu'ils étaient hors de portée, surtout les jours de grand froid. Ce petit geste faisait la différence entre le mouvement et la misère. Certaines maisons gardèrent une étagère chauffante, une plaque de pierre ou d'argile près du foyer, spécifiquement pour sécher et chauffer les vêtements. D'autres utilisaient des briques ou des pierres chauffées, enveloppées dans du tissu, les pressant contre les vêtements ou la literie pour préchauffer des zones spécifiques comme les manches ou les bottes. Les vêtements en laine retenaient bien la chaleur, et même le lin rêche devenait accueillant lorsqu'il était réchauffé de l'intérieur. Cette méthode s'étendait également à l'heure du coucher, cape ou sous-vêtements. Terre et mur. Note, la phrase originale s'arrête ici. Ce n'était pas aléatoire. Les constructeurs savaient ce qu'ils faisaient. La chaleur des animaux, en particulier des grands comme les bœufs ou les vaches, rayonnait dans l'espace de vie, réchauffant l'air et parfois même le sol. Surtout si les animaux étaient maintenus légèrement plus bas dans une fosse peu profonde, l'air chaud monte et les paysans utilisèrent ce simple fait à leur avantage. Voyez-vous, dans les régions alpines et nordiques, cette configuration devint une tradition architecturale. Des villages entiers avaient des maisons connues sous le nom de maisons-granges, où la famille vivait à l'étage et les animaux en dessous. Le plancher qui les séparait était fait de bois épais ou de paille tassée, permettant à la chaleur de passer tout en bloquant autant que possible les odeurs et le bruit. Les résultats étaient incroyablement efficaces. À une époque sans isolation, ces maisons pouvaient rester de 10 à 15 degrés plus chaudes que l'air extérieur sans brûler une seule bûche. Et il ne s'agissait pas seulement de la température ambiante. Les enfants, les personnes âgées et les malades
se voyaient souvent attribuer des places les plus proches du mur de l'étable, là où la chaleur était la plus forte. Certaines familles concevaient même des plateformes de couchage au-dessus de l'enclos du bétail, comme un lit superposé au-dessus d'un fourneau vivant. Bien sûr, cela avait des inconvénients. L'odeur n'était pas agréable, le bruit pouvait être constant, et il y avait toujours le risque de maladie. Mais lors d'un hiver rigoureux, lorsque le combustible était épuisé et que les températures chutaient en dessous de zéro, ces inconvénients n'avaient pas d'importance, car pour de nombreuses familles médiévales, survivre signifiait partager sa maison avec les sabots, le foin et la chaleur. Les lits de paille superposés et les fausses nids battaient le froid venant du sol. Si vous avez déjà essayé de dormir sur un sol froid, vous savez, le sol ne fait pas que paraître froid. Il vole la chaleur de votre corps. Et dans un hiver médiéval, cela pouvait être dangereux. Mais les paysans le savaient aussi. Et ils ont développé l'une des solutions de chauffage sans feu les plus intelligentes de l'époque. Les lits de paille superposés et les fausses nids. La logique était simple. Si vous ne pouviez pas chauffer la pièce et que vous ne pouviez pas chauffer le lit, vous faisiez la meilleure chose suivante. Piéger votre propre chaleur corporelle et vous isoler du sol gelé. C'est là que la paille entrait en jeu. Elle était bon marché, abondante et étonnamment efficace. La literie en paille n'était pas juste un tas lâche sur le sol. Elle était soigneusement superposée, parfois sur une base de terre battue, de tapis ou même de vêtements mis au rebut. Les familles construisaient d'épais nids de paille recouverts de peaux d'animaux, de couvertures en laine ou de lin grossièrement filé. L'idée était de créer un cocon isolé, une capsule thermique personnelle, des siècles avant les sacs de couchage. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Dans certaines maisons, les familles creusaient des fosses peu profondes dans le sol, de quelques pieds de profondeur seulement, et les tapissaient de paille, de mousse séchée ou de fourrure. Les gens grimpaient dans ces fosses la nuit, se recroquevillaient en position fétale et se couvraient entièrement. Ces pièges à chaleur fonctionnaient étonnamment bien. Avec plusieurs personnes à l'intérieur, la chaleur corporelle partagée suffisait à maintenir des températures supportables même pendant les tempêtes de neige. Les enfants et les personnes âgées étaient souvent placés au centre du nid, tandis que d'autres dormaient autour d'eux. Ils formaient une barrière vivante contre l'air froid. Ce n'était pas confortable, mais ça marchait. Dans les maisons sans bois de chauffage, chaque couche de paille pouvait signifier la différence entre la vie et les engelures. Les survivalistes modernes appellent cela le principe d'isolation et de regroupement. Les paysans médiévaux appelaient cela l'heure de se coucher. Les sièges isolés, les pierres chauffées et les coussins de foin étaient essentiels. Quand vous avez froid, même s'asseoir peut sembler une punition, surtout si le banc sous vous est en pierre ou en bois imprégné du froid hivernal. Les gens du Moyen-Âge comprenaient bien cela. C'est pourquoi ils ne se concentraient pas seulement sur les lits et les murs. Ils apportaient aussi de la chaleur à leur siège. Entraient dans le monde des coussins isolants, des rembourrages en paille et des pierres chauffées, de petites astuces brillantes qui rendaient la vie un peu plus supportable pendant les mois de gel. Dans de nombreuses maisons paysannes, les sièges étaient rudimentaires, bancs en bois, dalles de pierre ou simples tabourets. Mais ces surfaces devenaient des drains de chaleur lorsque le feu était éteint. Pour y remédier, les villageois fabriquaient des coussins remplis de paille, de chutes de laine ou de foin, des matériaux légers et respirants qui créaient un tampon entre la surface froide et le corps humain. Certains allaient plus loin. Avant de s'asseoir, ils plaçaient des pierres plates dans le feu ou près des cendres chaudes, puis les enveloppaient dans du tissu ou les glissaient à l'intérieur de coussins de paille évidés. Le résultat ? Un siège chauffant primitif qui gardait les jambes et le bas du dos au chaud pendant des heures. Dans les grandes maisons ou les espaces communs, il y avait même des bancs chauffants construits directement contre les foyers de cuisine ou les murs intérieurs chauds. Ces endroits devenaient des lieux de rassemblement, non seulement pour socialiser, mais aussi pour préserver la température corporelle centrale, en particulier pour les personnes âgées ou les jeunes enfants.